Bonjour à tous, bonjour chers amis de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, nous recevons Charles Gave. Bonjour. Bonjour Charles Gave. Alors vous n'êtes pas inconnu de nos téléspectateurs, mais je vais refaire un petit portrait de vous parce que d'abord, il naît de nouveaux téléspectateurs tous les jours. Absolument. Puis ensuite, dites du bien de moi parce que c'est essentiel. Voilà, mais rassurez-vous. Oui, alors, comment faire le portrait de Charles Gave? Charles Gave, c'est un économiste, un financier international. Vous avez eu des implantations en Asie, mais vous êtes à la fois international et patriote. Vous êtes européen et anti-euro. Vous avez un discours extrêmement sévère sur l'eurocratie et sur l'euro. Enfin, la sévérité, c'est la lucidité, en l'occurrence. Bien sûr. Vous êtes libéral et attaché à votre pays. Donc, personnalité paradoxale, personnalité attachante, qui a su attirer autour de lui une audience très forte. Alors évidemment, le record, ça a été lorsque vous avez critiqué nos élites, lorsque vous avez dit que le diplôme ne signifie pas l'intelligence et que le diplôme n'implique pas forcément qu'on sache gérer la France, et a fortiori une entreprise. Et là, vous avez fait 25 millions de vues. C'est incroyable. Oui. Vous et moi, nous en sommes encore tout étonnés. Et c'était il y a déjà 3-4 ans. Absolument, absolument. Alors, Charles Gave, l'heure est quand même grave, dans la mesure où nous venons de subir une crise sanitaire sur laquelle j'aimerais vous entendre, mais elle est passée, disons, espérons-le en tout cas, mais la crise qui s'annonce va être encore pire. Je crois qu'il faudra qu'on l'évoque en deuxième partie. Et donc, commençons par le jugement que vous pouvez porter sur ce qui s'est passé, disons, depuis 3 mois, mais en réalité, il y a beaucoup d'antériorité. Oui. C'est une question très, très difficile, parce que la critique est aisée. Et l'art est difficile. Et l'art est difficile. Donc, je ne veux pas du tout trop charger les gens qui étaient au pouvoir, et qui, j'imagine, ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Il n'en reste pas moins qu'on savait dès le début, tout de suite, dès que ça a tapé la Chine, que ça ne touchait que, grosso modo, les gens au-dessus de 60 ans, et souvent qu'il y avait d'autres pathologies. C'est ça, oui. Donc, très bien, on savait ça. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris une mesure toute simple, c'était de dire aux gens de plus de 60 ans, dont moi par exemple, écoutez, restez chez vous, protégez-vous et tout, et qu'on a foutu la paix aux autres. Parce que pour les autres, c'était guère plus une grosse grippe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça avait d'ailleurs, le mot avait été d'ailleurs prononcé. C'était pas plus qu'une grosse grippe. Donc, quelqu'un comme le docteur Raoult, dans son service à Marseille, où il a soigné des tas de gens, il en a soigné, je crois, 6000 ou quelque chose comme ça, n'a pas eu un mort en dessous de 60 ans. Ah oui. Parce qu'avec son traitement, etc. Enfin, il n'a pas eu un mort en dessous de 60 ans. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser pourquoi foutre tout le monde en tôle, chez eux, pour protéger des gens qui, de toute façon, sont chez eux et ne travaillent pas, puisqu'ils sont tous à la retraite. Donc, on a arrêté l'économie. Pourquoi? Mais il y a peut-être des arrière-pensées. Quelles arrière-pensées? Quelles arrière-pensées? Mais je ne vois pas qui gagne dans arrêter l'économie comme ça. Je veux dire, après ça, c'est quand même un... Alors, ce que j'ai vu ensuite se développer, c'est un non-respect de la Constitution absolument aberrant, parce que le droit de réunion est constitutionnel. Absolument. Et donc, on nous dit, vous n'avez plus le droit de vous réunir. Mais... Alors ça veut dire que l'État, il y a des moments où l'État peut abolir tout le préambule de la Constitution française, droit de liberté de parole, liberté de mouvement, de culte, liberté de culte, etc. Tous ces droits-là sont abolis en fonction d'un nouveau droit qui est de protéger une partie de la population qui serait en danger. Mais je ne comprends pas que les Français aient voté dans un référendum sur ce sujet-là. C'est-à-dire que l'État s'est emparé d'un droit, le droit de nous mettre en tôle pour protéger la santé de quelques-uns, qui me paraît extrêmement dangereux à moyen terme. Et il a inventé finalement une constitution par intermittence. Oui, c'est-à-dire que la constitution, on peut la lever quand on veut. C'est gravissime. On peut lever les droits fondamentaux quand on veut. Oui. Enfin, quand l'État le veut. Quand l'État le veut. Avisez-vous de lever ces droits vous-même. Je pense qu'il se... Je terminerai en cabane vite fait. Et à juste titre. À juste titre, d'une grande sévérité, voilà. Donc, c'est quand même en effet assez curieux. Il y a eu aussi
Je reviens à l'économie. Mais bien sûr. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération, vous me direz à nos téléspectateurs ce que vous en pensez, le fait que nous avons eu un nombre de morts comparable à l'Italie et à l'Espagne. Ou à l'Angleterre. Mais avec un budget de la protection sociale, un budget de santé qui est très supérieur à celui... L'Espagne, c'est 7%, l'Italie, c'est autour de 8%, et nous sommes à 12%. Oui. Donc, avec plus de moyens, nous avons fait aussi mal ou même pire. Alors, si on regarde les pays qui n'ont pas très bien marché dans cette crise, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Italie et nous, et l'Espagne, quelque part, on arrive à la conclusion que les systèmes qui n'ont pas marché sont les systèmes centralisés. Eh oui. C'est-à-dire où les hôpitaux sont gouvernés par un chef des hôpitaux à Paris, et où, dans le fond, les hôpitaux sont gérés par des élites managériales. On revient sur les élites. Là, on revient sur les élites, et on sait très bien, par exemple, que dans les hôpitaux français, il y a 30% de gens qui ne voient jamais un malade, qui sont simplement là pour faire remplir des papiers, les envoyer à Paris, pour que Paris voit qu'on a bien le nombre de masques, etc. Donc, dans les autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, voire la Suède, où les hôpitaux sont des espèces... L'Autriche peut-être. L'Autriche aussi. Oui. Où les hôpitaux sont dans le fond des structures décentralisées, où le directeur de l'hôpital fait ce qu'il veut, et le patron gère littéralement son entreprise sans avoir besoin de personnel administratif qui fait des rapports à je ne sais qui. Il semble que la crise ait été beaucoup moins grave. Par exemple, encore une fois, l'hôpital de Raoult à Marseille, Méditerranée-Provence, je ne sais plus comment il s'appelle, est une fondation qui est complètement... et j'imagine que c'est pour ça que les forces de centralisation avec M. Lévy ont agressé M. Raoult, parce que il agace, il est indépendant. C'est le vieux truc, si vous voulez, du roi contre les féodaux, quoi. Voilà, l'oligarchie contre ceux qui lui échappent. Que ceux qui lui échappent, ceux qui sont indépendants. Voilà. Encore une fois, on découvre dans la classe politique française cette espèce de haine de la liberté. C'est très grave, ce que vous êtes en train de dire, Charles Gauss. C'est très grave. Parce vous ne voudrez pas? Mais je pense que c'est en effet ça, puisqu'il suffit de consulter d'ailleurs la liste des hauts fonctionnaires de la santé. Mais il y a un nombre de directions mais inimaginable. Impressionnant. Et je suis sûr qu'ils signent des papiers, ces gars-là. Eh oui. Je pense. Et alors, on a combiné ça, paradoxalement, à quelque chose qui est lié, au contraire, à la liberté économique, c'est-à-dire le juste à temps, oui. le flux tendu. Le flux tendu, mais on a combiné tous les inconvénients des deux systèmes. Le flux tendu, c'est très bien d'avoir des pièces de bagnole